Bonjour à toutes et tous. La journée d'économie circulaire 2024 marque aussi la deuxième année d'une collaboration entre la commune de Vils, le Circular Innovation Hub et In4Green, que je représente aujourd'hui. Donc à nouveau, je me permets de vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui, votre assiduité et votre engagement sur les sujets. Avant même de rentrer dans le lancement, on va dire, des différents sujets, des différents dossiers, je suis très heureux d'accueillir Madame la bourgmestre Carole Weigel pour le mot d'introduction au nom de la commune de Vils. S'il vous plaît, je vous invite à venir prendre la parole. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans la capitale des Ardennes, ici à Vils. En cette journée unique pour nous, dédiée à l'économie circulaire, je suis fière de constater que nous nous sommes réunis nombreux ici dans cette salle à Vils, non seulement pour présenter nos réussites dans ce domaine, mais surtout pour partager nos expériences et inspirer le changement. L'économie circulaire, ce n'est plus un concept abstrait, mais bien une réalité concrète que nous avons embrassée avec conviction. Nous avons compris que notre façon de consommer, de produire et de gérer nos ressources doit vraiment évoluer vers un modèle plus respectueux dans notre planète. Et cela dès aujourd'hui, car nous ressentons de plus en plus les impacts du changement climatique dans notre quotidien. Donc, n'attendons pas qu'il soit trop tard pour nous décider à changer nos habitudes. Dans la commune de Vils, cela fait bientôt 10 ans que nous nous engageons pour accélérer la transition en tant que hotspot de l'économie circulaire au Luxembourg. Par le biais de politiques publiques innovantes, de partenariats stratégiques avec des entreprises comme les événements des co-organisations avec In4Green ou encore par la réalisation de projets pilotes, nous avons fait de l'économie circulaire vraiment une réalité concrète. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Vous êtes tous présents aujourd'hui dans un même élan de transformation. Ensemble, nous devons continuer à innover, à expérimenter et à partager nos réussites et nos échecs pour surmonter les défis qui se dressent devant nous. Pour cette 6e journée de l'économie circulaire à Vils, comme vous venez de l'entendre, nous avons à nouveau concocté un programme varié et inspirant dans un nouveau format qui permet de mettre en avant les développements récents au Luxembourg. Vous découvrirez les outils clés qui ont pour but de faciliter la mise en œuvre de l'économie circulaire, ainsi que des cas concrets qui démontrent l'utilité et le fonctionnement pratique de ces outils. J'espère que vous trouverez aujourd'hui de l'inspiration et que vous repartirez avec de nouvelles connaissances et des idées qui transformeront notre approche de l'économie circulaire. En tant que bourgmestre de Vils et avec mes collègues du Collège Echevinal, nous nous engageons à ce que Vils continue sur la lancée vers un mode de vie plus durable. Je voulais aussi encore dire un grand merci à M. Koppes, qui était l'ancien échevin de la commune de Vils, qui s'est vraiment mis dedans dans ce projet pour qu'on ait aujourd'hui sur le statut, sur l'évolution qu'on est aujourd'hui. Je voulais dire un grand merci d'être présent aujourd'hui. Je tiens également à remercier le ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité pour le soutien financier que nous a été accordé l'an dernier en tant que hotspot. Ce soutien est primordial pour nous permettre de continuer nos actions, les développements et les réflexions pour intégrer l'économie circulaire dans notre fonctionnement.
mais aussi pour promouvoir l'échange des connaissances et des expériences autour de la thématique. Je remercie également Frédéric Liégeois et Infogreen pour leur implication dans cette journée et notre bonne collaboration sur les différents événements annuels autour de l'économie circulaire. Finalement, je vous remercie, chers participants, de votre présence aujourd'hui et je vous souhaite à tous une journée riche en échanges fructueux et en inspiration durable. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, Madame la bourgmestre. Merci beaucoup pour ce message positif et constructif, tant au niveau des parties prenantes que du sujet. Merci beaucoup. Sans plus tarder, et comme vous l'avez souligné, avec la présence et le soutien du ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité, je laisse tout de suite la parole à Monsieur le ministre Serge Wilmès, qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci. Schönen guten Morgen, Madame la bourgmestre, Madame Leschevin, chers participants. Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation, puisque c'est un honneur d'un côté, mais également une évidence pour moi d'être présent parmi vous, puisque l'économie circulaire, c'est évidemment aussi une des réponses à beaucoup de nos soucis, défis qui nous attendent, surtout dans le domaine de la protection de l'environnement, de la nature et du climat. Et la commune de Vils, comme vient de souligner Madame la bourgmestre, est à ce titre exemplaire depuis presque 10 ans. Et il nous faut aussi des précurseurs, comme dans beaucoup de domaines, il nous faut toujours des gens aussi qui prennent les devants. Et c'est ce qui a été fait déjà ici à Vils, avec beaucoup d'initiatives que vous venez de citer, avec l'implication des citoyens, avec l'implication aussi des entreprises locales, puisque même s'il s'agit d'un problème qui est global, il faudra également aussi le résoudre au niveau local. Tout un chacun est donc aussi appelé à faire ses efforts. Et ce qui est très important aussi pour moi, c'est de mettre en valeur également les efforts qui sont déjà faits. Il faut valoriser ce qui est déjà fait. Parce que souvent, on demande encore plus d'efforts. Souvent, c'est un discours qui est surtout axé sur demander encore davantage d'efforts aussi par nos concitoyens, ce qui est vrai, oui, d'un côté, mais de l'autre côté, il faut déjà mettre aussi en évidence tout ce qui est réalisé. Et la commune de Vils est donc à plus de titres exemplaires avec ces initiatives. Et donc, je voudrais aussi vous remercier pour ce travail qui est déjà fait, ce qui est donc très, très important pour continuer à avancer. Dans cette journée, la 6e déjà, l'objectif, c'est de partager les connaissances, de montrer également que c'est faisable et d'encourager d'autres entreprises, d'autres citoyens, d'autres communes aussi à vous suivre aussi dans ce chemin que vous avez emprunté, ce qu'il nous faut. Parce que nous sommes en tant qu'êtres humains, notre caractéristique, c'est que souvent, il nous faut quelqu'un pour nous montrer la direction. Et c'est ce que vous faites ici concrètement à Vils. Et c'est pour ça qu'en tant que ministère, on vous soutient. On a signé ensemble une convention l'année dernière pour vous soutenir financièrement et pour montrer également à ce que nous sommes à vos côtés et à ce que également le nouveau gouvernement poursuit la voie qui a été également dressée déjà par l'ancien et qu'ensemble, on veut vraiment tout faire pour atteindre nos objectifs en matière de protection de l'économie, de la nature et du climat, dont les ressources, l'utilisation des ressources est un des piliers pour pouvoir, et également des moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas également on pourra nous reprocher par après qu'on n'a pas tout fait, mais c'est un moyen, l'économie circulaire, pour réduire massivement nos émissions, pour protéger nos ressources qui sont quand même très, très, très rares et donc très précieuses. Et parce que vous le démontrez que c'est faisable au niveau local, ce sera également faisable au niveau national, ce sera également faisable au niveau européen, ce sera également faisable au niveau global. Donc je vous remercie, je suis là pour vous soutenir et donc je vous souhaite également des discussions fructueuses, des présentations donc, qui vont inspirer d'autres à vous suivre et je vous encourage à suivre et vous pourrez compter sur le soutien, moi en tant que ministre, également du gouvernement dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour cette introduction et ces mots de bienvenue. Donc, Madame la bourgmestre et Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour votre accueil. Nous allons
tout doucement rentrer dans le sujet même de la conférence du jour, donc de la journée économie circulaire, en commençant avec une présentation du programme, on va dire, de la journée. On va parler aujourd'hui limites planétaires, on va parler changement climatique, nous allons parler indicateurs d'économie circulaire, nous allons parler checklist construction circulaire, avec tout au fil de la journée des mots-clés et un champ lexical bien précis qui va aborder vraiment la thématique circularité et durabilité. Alors, avant même de commencer le cœur même de la conférence, il est important de poser le cadre de l'économie circulaire. Pourquoi les enjeux de l'économie circulaire? Alors bien sûr, il y a un lien direct avec les ressources planétaires, les limites de ces ressources planétaires et bien entendu l'impact du changement climatique. Donc c'est un cadre qui va nous être posé directement donc, par Ariane Bouvy, donc gestionnaire du Circular Innovation Hub, accompagnée toute seule. Voilà, pardon, excusez-moi, je pensais qu'il y avait Patty aussi, mais non, je me trompe, c'est pour après. Voilà, donc Ariane, parole à toi. Merci. Oui, alors moi aujourd'hui j'ai un rôle un peu spécial au début. J'ai l'immense honneur d'être votre ambianceur. Vous savez, la personne qu'on met au bord de la scène pour un spectacle ou pour une émission de télé et qui doit essayer de vous animer, de vous réveiller et de vous mettre surtout super optimiste. Et pour faire ça, je vais vous parler de changement climatique, de crise, d'écroulement planétaire et on va essayer de faire ça tous dans la bonne humeur. Mais surtout, je vais compter sur vous, en fait, puisque je pense qu'on est tous des optimistes dans la pièce. Non, je sais qu'avec tantôt, on avait un pessimiste dans l'équipe. Est-ce qu'il est redevenu optimiste depuis? Oui, on a fait un atelier express ce matin. Voilà. Tout le monde est optimiste. Donc, je vous propose, pour commencer... On reste optimiste. Voilà, on apprend de ses erreurs. En fait, il s'est mis offline. Non, c'est bon, il est là. Ouais. Yeah. Welcome back. Alors, on va tous tester la technologie, comme ça, il n'y a pas que moi qui aurai des problèmes. Je vous propose de sortir votre smartphone, soit de scanner le QR code si ça fonctionne et que vous n'avez pas une grande personne devant vous, soit d'aller directement sur slido.com et d'entrer le petit code que vous voyez ici. Alors vous allez devoir mettre un petit nom. Essayez quand même de mettre quelque chose de sérieux, parce que ça s'affichera après. Oui. Voilà. Oh, on a un deuxième problème. Voilà, je peux peut-être en profiter, en fait, le temps de résoudre ce petit problème technique pour introduire rapidement le petit programme de la journée. On voit que les gens se connectent. Je te laisse prendre le relais alors et je continue après. Merci. Voilà, donc je pense qu'on a déjà pas mal de personnes. Vous n'êtes que 24, mais je pense qu'on est plus dans la pièce. 30. Oh, ça s'actualise plus vite chez vous. 42. Allez, à 50, on démarre. Oui, parfait. Alors, je vous propose, pour commencer, une première question, en fait, sur, tout simplement, par rapport à quelle référence, donc à quelle période, on calcule l'augmentation moyenne de température mondiale. Donc, quand on dit on a augmenté la température de autant, par rapport à quelle période? Alors, fin de la dernière période glaciaire, il y a 11 700 ans, la création du Circular Innovation Hub, en 2020, le premier rapport du GIEC en 1990, la fin de l'ère pré-industrielle en 1850, le rapport Meadows du Club de Rome en 1972 ou l'accord de Paris de 2015, donc pour la COP 21. Il vous reste 9 secondes. Eh bien, vous aviez raison en majorité. C'est la fin de l'ère pré-industrielle qui sert de référence, puisqu'effectivement, c'est le moment où on passe d'une société
agraire, agricole, où on ne consomme pas vraiment de charbon, à une société industrielle, en fait, et ben, c'est là que tout a commencé à basculer. Alors, vous avez ce petit graphique-ci qui avait été fait par la NASA, enfin le National Center for Atmospheric Science, qui montre en fait l'évolution de température moyenne annuellement depuis donc la fin de l'ère pré-industrielle. Et donc on voit que cette température ne fait qu'augmenter. Et si on regarde les slides pour la slide de droite ici, on voit la température moyenne qui a été mesurée et calculée pour l'année dernière. Et on est à 1,45 degrés Celsius. Enfin, c'est par rapport à une échelle, donc 1,45 degrés. Alors moi, ce chiffre-là, il me fait très fortement penser à un autre chiffre. Je ne sais pas si vous avez un autre chiffre très 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 proche en tête. Celui-là. Parfait, monsieur le ministre. Alors, je ne vais pas vous faire venir faire le test avec moi. Mais donc, le 1,5 degré, c'est l'objectif de la COP21 de Paris. Donc, c'est l'objectif où on a dit, on voit bien que le changement climatique, l'augmentation de température a un impact important. Il faudrait rester en dessous de 2 degrés, l'objectif étant les 1,5 degrés. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a figé en 2015. Donc, nous sommes à quelques centièmes de degrés de cette limite. En termes de temps, à votre avis, combien de temps nous reste-t-il? Est-ce que vous avez tous repris vos smartphones? Préparez-vous. Alors, il nous reste 76 ans, donc jusque 2100, 26 ans jusque 2050, 6 ans jusqu'en 2030 ou 1 an jusque 2025. Est-ce que monsieur le ministre aura le temps de prendre sa pension d'ici là? Alors, vous aviez presque tous répondu. Et il nous reste 6 ans. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Vous avez raison. Il reste effectivement 6 ans au rythme actuel de consommation avant d'atteindre cette augmentation de 1,5 degré, qui était donc le seuil sous lequel on pouvait espérer avoir des impacts déjà importants, mais qu'on arrivait à maîtriser. Au-delà des 1,5 degrés, l'impact devient beaucoup plus important et on risque d'avoir des points de non-retour. Alors, ça nous amène en fait à ce graphique-ci que je trouve qui illustre assez bien cette discussion-là, qui vient du dernier rapport du GIEC, donc IPCC en anglais. Ce rapport montre qu'en fait, la partie avant Present World, on a perdu toute une fenêtre d'opportunité. Donc on a trop attendu avant d'agir. On voit également les dernières crises type Covid, guerre en Ukraine, qui sont donc les petits éclairs que vous voyez donc dans la partie avant, qui ont perturbé, en positif ou en négatif, notre évolution par rapport à ce changement climatique. Et on voit que devant nous, on a énormément de chemins avec différentes options qui doivent être prises, qui vont jouer ensemble, en concurrence, pour essayer d'atteindre la limite des 1,5 degrés, donc de rester en dessous. Mais également, si on ne prend pas les bons chemins, on risque de descendre plus bas, mais également d'autres crises ou d'autres problèmes. On voit bien qu'on a un monde qui est un petit peu instable au niveau géopolitique actuellement. Ça pourrait également influencer en fait notre évolution. Donc maintenant, il est important de faire les bons choix et d'aller vite. Alors, si on reprend également, j'ai remis le graphique, j'espère que personne ne va me dire que je n'ai pas raison sur ce point-là. Si on reprend un graphique de l'augmentation de température à la surface moyenne de la Terre et qu'on le compare à nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce que vous voyez une corrélation? Non? Oui? Je suis toute seule. Oui, vous voyez une corrélation. Eh bien, effectivement, il y a une corrélation. Cette corrélation, elle a été établie, et d'ailleurs, dans le dernier rapport du GIEC, elle est clairement notée scientifiquement. Nous sommes responsables du changement climatique, pas les dinosaures. Alors, si on se focalise uniquement sur ces émissions de gaz à effet de serre, par contre, on va rater plein d'autres choses. On va rater tout ce qui concerne l'épuisement des ressources, la question de l'eau, la question de la disponibilité des terres. Et donc, il est vraiment important de dézoomer ici et de travailler plus à l'échelle, par exemple, des limites planétaires. Alors, là, ce serait méchant. Je demanderais aux gens qui ont fait l'atelier ce matin de venir m'expliquer les limites planétaires. Ça pourrait être marrant, non ? Ok, alors je le fais. Donc, ce sont des limites qui ont été établies par un groupe de chercheurs, donc le Stockholm Resilience Center, et ils ont établi ces limites pour la première fois en 2009. Donc, ce sont
9 limites planétaires, en fait, qui étaient calculées à l'époque, et 3 qui étaient déjà dépassées. Et puis, ils ont actualisé progressivement les études, et la dernière mise à jour de 2023 montrait qu'on a dépassé 9 limites planétaires. Non, on en a, pardon. Je suis très pessimiste. On en a 6 qui sont dépassées, et la totalité, donc les 9 limites, sont calculées. Donc, pour le moment, il nous reste un petit peu de jeu sur la perte de... En français. La partie ozone dans l'atmosphère, tout ce qui est aérosol dans l'atmosphère et l'acidification des océans. Et donc, c'est là où il nous reste un petit peu de marge, où on est encore bon, où on est encore dans le bon, dans la valeur sûre. Tous les autres points, on les a déplacés, et on est même, pour certains points, très loin, donc à un point où on risque d'avoir des effets négatifs à long terme et irréversibles. Alors, je vous propose une question maintenant. Par rapport à ces limites planétaires, ceux qui étaient présents ce matin à l'atelier savent que, en fait, l'économie circulaire, comme on en a discuté, est un moyen d'essayer de respecter ces limites planétaires et de respecter les ressources dont nous disposons et le rythme des cycles naturels. À votre avis, au niveau mondial, donc au niveau global, quel est le taux de circularité atteint pour l'année 2023 ? Alors, 2,7%, 7,2%, 9,1%, 15,3% ou 26,7%. Alors, nous avons un ex-aequo. On a des pessimistes et un peu moins pessimistes. Et on a 2% d'optimistes, donc ça fait une personne. Ok, alors, vous n'êtes pas si pessimiste que ça quand même, il faut être un petit peu plus optimiste. On est à 7,2%. Mais est-ce qu'on doit se réjouir, à votre avis? Effectivement. Ah, ben voilà, en plus on a un petit résultat. Anita, bravo. Voilà pourquoi il ne fallait pas mettre un petit nom d'emprunt. Par rapport à ces résultats, en fait, ils viennent du dernier rapport du Circularity Gap Report. Donc, il y a un rapport qui est fait annuellement par Circle Economy et qui essaye d'évaluer au niveau mondial où on se trouve par rapport à l'économie circulaire. Et donc, ils ont établi que sur les 5 dernières années, on était passé effectivement à 7,2% de circularité, ce qui est en fait une régression sur les 5 dernières années, puisqu'on était à 9,1% en 2018. Donc, on a régressé au niveau de la circularité. On a consommé énormément. Donc, sur les 5 dernières années, on a consommé à l'échelle mondiale 500 milliards de tonnes de ressources. Il faut savoir que pour le XXe siècle au complet, on était à 740 milliards de tonnes de ressources consommées. Donc, en 5 ans, on a quasi consommé autant que le siècle précédent. Et en parallèle, on a parlé 3 fois plus d'économie circulaire. On a fait des ateliers, pas nous, hein, on n'est pas responsable de tout, on aimerait bien. Oh non, pardon, avec Infogreen. Donc on en a parlé beaucoup plus, il y a eu plus de débats, d'articles, etc. Donc d'un point de vue purement littéraire, on a l'impression que ça avance, mais en fait non, il y a toujours un problème de consommation de ressources parce qu'on en parle, on sait qu'on doit aller par là, mais on continue à fonctionner sur notre fonctionnement linéaire, à consommer énormément. Et donc il faut absolument tacler ce problème de surconsommation et passer de la discussion à l'action. Ça tombe bien, c'est le but de cette journée. Et en conclusion, je vais rappeler les 4 grands points pour nous. C'est le problème donc de surconsommation. Je pense que ça, c'est notre point de départ. Avec cette horloge qui est en train de ding, ding, ding derrière pour nous dire qu'il vous reste 6 ans pour prendre vos actions par rapport aux objectifs qui sont fixés, pour rester effectivement sous ces 1,5 degrés et essayer également de respecter l'ensemble des limites planétaires ou du moins de revenir en arrière sur les points qui ont été dépassés et de ne pas en dépasser de nouvelles. Et je vais conclure par une question ouverte, en fait. Je vous laisse la parole, vous avez le droit à une réponse. Et je vais vous demander simplement, vous qui êtes dans la salle et qui êtes très motivés par la question, que faut-il faire, à votre avis, pour aller dans la bonne direction? C'est notre test.
Donc, comme vous voyez dans l'équipe, il y en a une qui est très high level et moi, je suis un petit peu plus bas level. Je vous laisse encore 2-3 secondes pour ceux qui sont en train de taper. Mais je pense que dans l'ensemble, voilà, on a effectivement toutes les infos sur lesquelles on va parler aujourd'hui et déjà pas mal d'idées qui sont abordées. J'en profite également pour rappeler qu'aujourd'hui, le but, ce n'est pas seulement de vous asseoir et d'écouter, mais également de rencontrer, de réseauter et d'échanger. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui ont des idées et qui ont envie d'avancer. Profitez des pauses café et du repas pour échanger et faire un bon réseautage. Un deuxième point également, on le voit, c'est que les axes d'action sur lesquels il faut travailler sont aux 3 niveaux. Il y a aussi bien un axe d'action politique, un axe d'action citoyen et un axe d'action au niveau des entreprises. Et aujourd'hui, on va voir que ces axes-là peuvent se mélanger et on va vous proposer des outils qui seront efficaces à ce niveau-là. Bonjour. Voilà, merci. Je pense que j'ai remis plus ou moins tout ce qu'on a dit ici. Vous l'avez bien résumé. Je vois qu'on est tous positifs et on a tous envie d'y arriver. Et je vous propose maintenant de faire la transition vers la partie suivante. En effet, merci beaucoup Ariane, merci beaucoup pour cette introduction et le cadre qui est posé et les enjeux qui relèvent de ce cadre-là. En fait, pour la suite de la journée, nous allons avoir 4 grands modules. 2 modules encore ce matin et 2 modules cet après-midi au cours desquels nous allons développer des outils de passage à l'action en termes d'économie circulaire. Pour commencer avec ce premier module, et avant la première pause déjà, nous allons présenter, et en fait principalement Ariane Bouvy et Patty Koppes, donc pour la commune de Vils, les indicateurs en économie circulaire mis en place ici à la commune. Donc le principe de chaque module, ce sera plus ou moins la même construction à chaque fois. On va poser le sujet, présenter des cas concrets, et puis après, il y a un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à réserver votre question, parce qu'à la fin, finalement, de chaque présentation, vous aurez un temps de questions-réponses pour vous adresser directement aux spécialistes présents sur le sujet. Donc sans plus tarder, j'invite Ariane à poursuivre sa discussion, et Patty qui prendra le relais pour ce premier module sur les indicateurs en économie circulaire de la ville de Vils. Merci. C'est encore moi. Alors moi, je vais d'abord vous faire une petite introduction par rapport à cette thématique, d'abord pour vous expliquer pourquoi on a travaillé là-dessus, pour valider avec Monsieur le ministre qu'on ne travaille pas pour rien aussi. On fait notre reporting en même temps. Et aussi remettre ça dans le contexte du cadre européen, donc de ce qui se passe au niveau des autres villes ici sur le même continent que nous. Alors tout d'abord, comment savoir si on est sur le bon chemin? Excusez-moi. Voilà. Donc, comment savoir si on est sur le bon chemin, sur la bonne voie? Quand on démarre sur une question, qu'on soit une entreprise, un individu qui veut avancer dans un domaine ou même une commune, il faut qu'on puisse se mettre des objectifs et voir si on les atteint ou pas. Et donc, c'est le rôle des KPI, donc qui sont des indicateurs clés de performance, mais vu la longueur du terme en français, je vais garder le petit acronyme en anglais. Et donc, la première idée, c'est d'abord de vérifier si on atteint nos objectifs. Donc, on se fixe des objectifs et on regarde si on y arrive. Mais également d'essayer de jauger, donc de voir si on est loin ou pas de l'atteinte de ces objectifs. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, d'efforts au niveau des équipes ou efforts humains pour soi-même, mais également est-ce qu'il y a encore beaucoup d'investissements financiers à réaliser à ce niveau-là. Alors, pour mesurer, il faut savoir aussi, mais qu'est-ce qu'on veut mesurer? Je vais prendre l'analogie de la course à pied. Si vous voulez avancer en course à pied, il faut d'abord savoir est-ce que vous voulez aller plus vite ou est-ce que vous voulez aller plus loin. Alors, également, comment est-ce qu'on acquiert les données? Est-ce qu'on le fait à la sensation ou est-ce qu'on achète une montre Garmin pour encoder ces données? Eh bien, à Vils, on s'est posé toutes ces questions-là, mais pas sur la course à pied parce qu'on n'est pas très bonne, Patty et moi, dans ce domaine-là, mais par rapport à l'économie circulaire, puisque c'est bien pour ça qu'on travaille.
Alors, lorsqu'on a commencé à travailler sur la question, on s'est dit on ne doit pas être les seuls à se poser cette question-là. On n'est pas la seule à travailler dans l'économie circulaire au niveau européen. Il y a bien quelqu'un qui a dû se poser la question et qui a sorti un outil qu'on pourrait utiliser. Donc on a fait cette analyse à l'époque. Elle commence déjà à dater un petit peu, mais ça tombe bien, on a un partenaire avec qui on travaille régulièrement qui vient de sortir un rapport annuel dont une des thématiques traitées est les KPI. Donc je me suis permis d'utiliser les résultats de ce rapport-là parce que ce sont les données les plus à jour actuellement. Et c'est pour ceux qui étaient déjà là en 2022, c'est ICLE qui est derrière. Donc vous aviez eu Simon Gresset et Maria Van Mart qui étaient venus parler avec vous. Et en fait, ils sont derrière le projet, notamment, il y a d'autres personnes, mais derrière le projet des Circular Cities Declaration. Donc c'est une charte en fait que signent les villes qui veulent être actives dans l'économie circulaire pour s'engager à travailler tous dans le même sens et d'utiliser des leviers communs. On en fait bien entendu partie. Dans le dernier rapport qui a été donc publié ici début du mois, qui reprend l'ensemble des données de 2023, il y a 54 villes qui ont répondu. Ça représente 18 pays en Europe et plus de 16 millions d'habitants. Donc je pense qu'au niveau des données, on est quand même pas mal pour avoir une vision assez globale de ce qui se passe en Europe. Alors, je l'ai dit, on est dedans. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie circulaire dans les villes? Eh bien, on voit que dans la majorité des villes, il y a une stratégie qui est adoptée pour faire la transition circulaire. Cette stratégie, elle est donc prise par environ 80% des villes, mais seulement 50% des villes ont une vraie stratégie circulaire. Donc, c'est-à-dire des objectifs et un roadmap qui est défini pour atteindre la transition circulaire. Mais c'est déjà pas mal. Alors, comment est-ce que les villes circulaires au niveau européen mesurent et communiquent sur leur progression? Pour pouvoir mesurer, il faut d'abord définir des indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Et au niveau européen, environ 70% des signataires travaillent sur le sujet, donc ont déjà ou sont en train de développer des séries de KPI au niveau économie circulaire. Alors, dans l'introduction, on a également vu que pour plus de 40%, pour la majorité des gens, on va d'abord travailler sur le changement climatique et que ça, c'est un axe d'arrivée ensuite à l'économie circulaire, ou en tout cas, on utilise l'économie circulaire. Et donc, dans 40% des villes, ou à peu près 40%, ce sont justement ces objectifs climatiques qui ont engagé la démarche vers l'économie circulaire. Et le dernier point, c'est justement, si on parle juste de changement climatique, on va fixer des objectifs dans nos KPI qui vont être assez larges. Donc, par exemple, comme la ville de Malmö qui a dit nous, on veut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre liées à notre consommation. Ça, c'est un objectif très large. Mais il ne faut pas oublier que l'économie circulaire, il y a 3 principes primordiaux. C'est d'abord d'éliminer tout ce qui est pollution et déchets, de faire circuler les produits et les ressources, et également de régénérer les systèmes naturels. Et donc, par exemple, la ville de Copenhague a un excellent objectif, ou en tout cas KPI à ce niveau-là. Elle a visé de tripler sa réutilisation de matière d'ici à 2024. Donc, on voit que tout doucement, on a des objectifs qui sont un peu plus précis. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des cadres de travail? Donc ça, c'était notre question de départ. On voit qu'on a aussi quasi un duo de tête entre soit on n'a pas de cadre et on se débrouille, soit on travaille sur un niveau beaucoup plus large. Ce premier exemple du niveau plus large, c'est par exemple en Finlande, ils ont un Green Deal. Donc le ministère de l'Environnement a mis en place toute une série d'outils, d'indicateurs et de stratégies. Et ensuite, c'est aux acteurs qui sont en dessous, dont les villes, d'intégrer cette stratégie, comme ici par exemple les Climapacts en fait, et d'intégrer ces éléments pour viser un objectif commun, des règles communes, et donc en fait de pouvoir comparer les villes entre elles et les différents acteurs. La deuxième option qui est juste en dessous, c'est d'utiliser un autre type de cadre, par exemple celui de Cityloop. Donc c'est aussi un projet européen qui est aussi encadré par ICLE. Il y a 7 villes qui participent dedans et leur objectif c'était de travailler sur les biodéchets, les déchets de construction et de démolition au niveau des villes. Et dans ce cadre de ce projet-là, ils ont aussi mis en place des KPI parmi différents outils. Donc ça montre également qu'au niveau de villes qui sont vraiment à des endroits très éloignés au niveau européen, on arrive à mettre un cadre commun et identique pour les communes et de pouvoir les comparer et de travailler ensemble, même si c'est sur une matière limitée de l'économie circulaire. Le dernier, ça va vous rappeler l'année dernière notre journée de l'économie circulaire où on a parlé aussi de métabolisme urbain avec le professeur Henning Wils
Wuppertal Institute. Donc on en a parlé de long en large. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai remis un petit type de Sankey diagramme qui montre en fait un métabolisme urbain, c'est d'analyser toutes les ressources et tout ce qui rentre en fait dans une ville et tout ce qui ressort de l'autre côté et comment les flux se croisent. Certaines villes réalisent ça, c'est un très petit pourcentage, je pense que c'est 5 ou 6 villes sur l'ensemble des communes qui ont rapporté dans ce rapport. Et pourquoi ? Parce que souvent, on sait le faire qu'à un niveau où on a les données. Donc, par exemple, ici, Haarlem, en Hollande, qui a fait ça pour son business park. Et donc, en fait, il faut pouvoir déjà récolter les données, il faut qu'elles soient disponibles. Et ce sont des études qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement au niveau humain et qui sont réalisées par des bureaux d'études. Mais ça permet d'avoir une vision de tout ce qui rentre, tout ce qui passe, en fait, par exemple, dans ce business park et de voir s'il y a des synergies ou des choses qui peuvent être réalisées pour diminuer la consommation de ressources. Et le dernier, c'est de ne pas avoir de cadre de travail. Et ça, c'est l'exemple que nous, on a ici à Vils. On n'a pas de cadre national au niveau des KPI. On n'a pas trouvé un projet européen dans lequel s'inclure pour travailler là-dessus, parce qu'au moment où on travaillait dessus, il n'y avait pas de projet vraiment dedans ou pas adapté à notre ville. Et puis surtout, on est Patty et moi, donc niveau ressources humaines, il fallait aussi qu'on puisse faire quelque chose qui soit réalisable, qu'on puisse mettre à jour pour aussi suivre au quotidien notre évolution. Et donc on a décidé de travailler surtout sur une première approche à partir des outils et des fonctionnements qu'on avait déjà dans la commune pour voir déjà qu'est-ce qui ressortait de cette première étude. Alors, on a dit que le premier point pour travailler sur des KPI, c'est de fixer des objectifs, et ça tombe bien. On a une charte de l'économie circulaire à Vils. Vous n'êtes pas obligé de la lire, elle est sur notre site web, vous pouvez la consulter si vous voulez plus d'informations. Mais notre premier point de travail, quand on a voulu travailler sur les KPI, ça a été de revoir cette charte pour bien définir les objectifs qui sont dedans et définir une définition commune de l'économie circulaire, parce que ça, on ne l'avait pas avant, donc on partait sur une notion vague d'économie circulaire et qu'est-ce qu'on met dedans. Ensuite, on a mis une dizaine d'objectifs. Donc ça, c'était notre point de départ, et donc elle a été revue en 2023 et revotée à l'unanimité par... 2022 déjà ? Ok, 2022. Elle a été revue en 2022 et votée à l'unanimité au niveau de la commune, donc ça montre aussi l'engagement des différents partis dans cette question. Alors, comment est-ce qu'on a fonctionné ensuite ? On avait déjà un petit peu une manière de fonctionner en interne, on ne partait pas un peu comme ça. Oups là. On ne partait pas comme ça sur nos projets. On avait une stratégie, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un catalogue de mesures. Et ce catalogue de mesures, on l'a scindé en 5 piliers d'action, ce qui nous permet de vraiment voir dans quel pilier on travaille et dans quel pilier on veut mettre de la force par rapport au projet dans lequel on est. Dans chaque pilier, on a un ensemble de mesures qui étaient prédéfinies, par exemple sur le bien-être ou la biodiversité, ou profiter de la biodiversité pour le bien-être en travaillant sur le microclimat. Ce sont des exemples. Maintenant, on veut pouvoir mesurer, et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec notre charte, nos mesures, enfin nos objectifs de projet ? On va essayer de classifier ça par rapport au principe de l'économie circulaire. En fait, simplement pour voir si nos actions tombent bien sous l'économie circulaire, est-ce qu'on a bien travaillé, et surtout sous quel pilier exactement de l'économie circulaire on avance. Et donc, on a repris toutes ces mesures-là et on les a classées en fonction des 3 principes. Et on a rajouté un niveau supplémentaire pour tout ce qui concerne les ressources, puisqu'on voulait voir si on travaillait sur le plus haut de la valeur, donc sur tout ce qui est réutilisation, partage et maintenance, plutôt que sur la fin, qui est le recyclage. Et donc, je pense qu'on est tous plus ou moins clairs que le recyclage, c'est vraiment quand on n'a plus le choix à la fin. Et donc, on voulait éviter d'avoir toutes nos actions qui étaient là-dedans, ou en tout cas être sûr que ce n'est pas ce qu'on faisait. Voici un extrait du catalogue, donc c'est vraiment pour vous montrer des mesures dont on a parlé avant. Vous avez la colonne de droite qui montre pour un projet de construction les mesures qu'on pourrait appliquer, comment elles se classent par rapport au principe de l'économie circulaire, avec chaque fois pour les ressources un petit chiffre, là où on travaille, et pour les autres projets. Donc tout ce qui n'est pas construction ou aménagement du territoire, on essaye aussi d'implanter l'économie circulaire dedans. Maintenant, je ne vais pas rentrer plus dans le détail et je vous propose de passer à la partie de Patty qui, elle, va vous montrer vraiment comment on met ça en œuvre et qui va vous comparer 2 projets pilotes pour que vous puissiez également voir l'évolution de notre outil. Réservez vos questions juste après Patty. Il y aura un petit débrief du module et une petite session de questions-réponses avec vous. Très bien, merci. Bienvenue aussi de ma part.
Donc, comme Frédéric l'avait déjà expliqué au début de la conférence, l'idée, c'est à chaque fois d'illustrer aussi avec des exemples concrets et avec des projets pilotes que ce qu'on vous explique d'abord en théorie, eh ben, effectivement, on arrive à l'implémenter sur le terrain. Comment est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche bien ? Est-ce qu'il y a des limites, etc. pour vraiment illustrer concrètement de quoi on parle. Donc, pour cette première partie, je vais vous parler de 2 projets de la commune de Vils, les 2 que vous voyez ici. Et on va commencer par le premier projet, qui est la rénovation de notre hôtel de ville, qui est donc juste sur l'autre côté de la rue. C'est un des premiers projets pilotes en économie circulaire de la commune de Vils. Donc, on a été nommé hotspot en économie circulaire en 2015, et ça, c'est le projet qui a démarré en 2016. Donc, c'est vraiment le début des démarches. Il s'agit d'un bâtiment d'un peu plus que 1000 mètres carrés qu'on a rénové, et lors de la rénovation, on a entre autres aménagé les combles pour rajouter encore plus de surface parce que l'équipe de l'administration communale s'agrandit comme la commune s'agrandit aussi. Il faut savoir aussi que c'est un bâtiment qui date de 1880 et qui est classé en tant que patrimoine architectural. Donc forcément, cette idée de récupération, de rénovation, qui est aussi dans le sujet de l'économie circulaire, est très présente dans ce projet-ci. Donc très brièvement, j'avais déjà dit qu'en 2016, on a donc démarré le projet avec une finalisation des travaux plus ou moins en 2021, avec les objectifs que vous voyez ici. Donc prioritairement, c'était vraiment l'amélioration des espaces de travail pour les équipes de l'administration et lié à cette idée aussi améliorer le service aux clients, de travailler sur une intégration au maximum des différents aspects de l'économie circulaire et forcément conserver le patrimoine architectural. Alors, en appliquant tout ce que Ariane vous vient d'expliquer, vous voyez une des 2 vues déjà ici, donc le fameux spider chart que l'Excel nous produit, qui regroupe en fait les 5 piliers thématiques avec lesquels on travaille, pour montrer si on a bien atteint les objectifs ou pas. Et en fait, l'idée, c'est que la ligne ici, excusez-moi, la ligne en gris foncé, ça représente en fait le standard avec lequel on travaille entre-temps, qui n'existait pas à l'époque du projet. C'est pour ça qu'il dépasse un petit peu ce qu'on a finalement réussi à mettre en place. Et la ligne en vert clair, c'est les objectifs qu'on avait définis au début du projet. Et la ligne en vert foncé, c'est les objectifs qui sont réellement atteints à travers le projet. Donc vous voyez, ça c'est tout à fait normal que la ligne en vert foncé, elle est un peu plus rétrécie que la ligne verte, parce qu'au cours du processus, c'est normal qu'en essayant des choses innovantes, qu'on n'arrive pas à tout réaliser dans le cadre du projet. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est qu'on a plus ou moins sur tous les parties sur tous les piliers, on a des actions, certains qui sont plus développés que d'autres. Par exemple, l'économie et ressources, on a fait tout un effort au choix de matériaux écologiques et sains et recyclables pour rénover le bâtiment. Et donc, la deuxième vue, donc, en essayant de classer les actions, les 39 mesures qu'on a identifiées dans le spider chart selon les 3 principes de l'économie circulaire, donc régénération de la nature, circuler les ressources et troisièmement le no waste ou éviter les déchets et la pollution. Vous voyez une répartition plus ou moins égale dans les différentes thématiques. Et ce qui est quand même intéressant à voir aussi, et c'est pour ça que vous avez vu tantôt aussi le value hill, donc on essaye toujours d'abord de réutiliser des matériaux à plus haute valeur plutôt que de tout de suite tomber dans le recyclage à moindre valeur. Et ici sur le côté, donc c'est le détail du volet des actions qui tombent sous la circulation des matériaux, ou faire circuler les matériaux. Et donc vous voyez que uniquement 3 des 39 mesures qu'on a mis en place en économie circulaire dans ce projet-ci
tombe sous le recyclage pur et dur. Donc on a su vraiment travailler sur des valeurs plus hautes, des cycles à valeur plus haute, qui travaillent entre autres sur l'utilisation plus longue ou alors sur plusieurs niveaux en même temps. Par exemple, en travaillant avec des fixations réversibles, notre tapis sur le sol, le revêtement de sol en moquette, il est posé, il n'est pas collé. Donc s'il faut remplacer une dalle, ben, c'est très facile, on peut juste décoller ou comment on dit ça ? Enlever, merci. Enlever la dalle sans résidu de colle. La dalle enlevée, elle reste entière. Si elle est réutilisable, on peut la réutiliser. Si elle n'est plus réutilisable, alors à ce moment-là, on peut la recycler. Et tout le reste de la moquette au sol reste totalement intact et peut être gardé en place. Voilà, c'est ça un peu l'idée de la structuration pour comprendre un peu mieux où est notre vrai impact. Un autre exemple que je peux vous donner dans le No Waste par exemple, c'est que tout simplement on a travaillé sur des points d'eau dans tout le bâtiment. Donc chaque étage du bâtiment présente un robinet avec de l'eau filtrée et de l'eau pétillante qui sort tout de suite du robinet. Et ça a comme effet qu'il n'y a plus de bouteilles en plastique dans le bâtiment et tout le monde travaille comme ici à la journée, avec des carafes d'eau et des verres. Donc, grâce à ce robinet, qui propose aussi de l'eau pétillante, ben, on a évité tout un produit, donc l'emballage en plastique. Le deuxième projet, pour comparer un petit peu les idées, c'est le nouveau bâtiment Campus Gaynes Park. Donc, ce n'est pas une rénovation, mais c'est une nouvelle construction. C'est le plus grand projet de la commune de Vils depuis beaucoup d'années. Donc c'était un grand challenge. Et le projet, il est composé d'une partie d'école primaire avec maison relais, un hall sportif, une école de musique, un musée pour enfants et aussi une cuisine de production qui produit les plats pour toutes les écoles de la commune de Vils. Et ce projet-ci, il a démarré plus ou moins 2 ans après le projet de la rénovation de l'hôtel de ville. Et vous voyez peut-être qu'on a déjà réussi à définir un peu plus clairement les objectifs en économie circulaire. Parce que le tout premier objectif, c'était d'atteindre la meilleure qualité de l'air possible à l'intérieur du bâtiment, soit construire l'école la plus saine. Le deuxième objectif, c'est la construction flexible du bâtiment, donc pouvoir le réaménager par la suite. Et troisièmement, un choix de matériaux renouvelables, recyclables et régionaux, c'est-à-dire de manière générale le choix de matériaux écologiques. On a ouvert les portes de la partie école et maison relais en 2023, donc rentrée scolaire 2023, et on est en train de finaliser le bâtiment maintenant en 2024, et on y est presque. Voilà. Je vous remontre alors le spider chart et vous voyez déjà qu'ici les formes sont plus prononcées. On va un peu plus loin que dans le projet d'avant. Et notamment les lignes vertes sont très proches aussi l'une de l'autre. C'est-à-dire que toutes les mesures achevées sont très très proches des objectifs que nous nous sommes définis. Il y en a juste pour le volet services et logistique qui en fait regroupe la mobilité. C'est toujours en cours de développement parce que c'est en lien aussi avec tout l'aménagement du site autour de Vunematavols où on travaille sur les pistes cyclables, les accès piétons par exemple, les transports en commun, les parkings groupés, etc. Donc c'est toujours en cours mais pas encore achevé à ce jour. On a plus ou moins la même répartition en termes des 3 principes en économie circulaire. Vous voyez aussi que sur le recyclage, on n'a que 4 mesures sur 59 mesures qui travaillent purement sur le recyclage et les autres travaillent vraiment sur des niveaux plus hauts. Et donc en comparant les deux, vous voyez que dans une période très courte en fait, donc un projet démarré en 2016 et un autre projet démarré en 2018, on a su faire un progrès énorme et ça s'explique par plusieurs choses. Une chose, c'est qu'on a déjà appris plein de choses par le premier projet pilote qu'on a mené. Et la deuxième chose, c'est qu'on
on a su structurer nos réflexions, nos efforts, définir plus clairement la direction vers où on veut aller et définir un standard à respecter, qui est donc tout de suite un objectif à atteindre, qui n'est plus discuté. Et en plus de celui-là, on va définir des mesures pilotes spécifiques au projet pilote. Et la troisième chose, c'est qu'il y a vraiment énormément de nouvelles solutions qui se développent sur le marché. Donc tout simplement, on est mieux structuré, on a plus de connaissances, mais on a aussi beaucoup plus de solutions et de possibilités qui sont là pour être utilisées et mises en place dans les projets. Voilà. Et avec ça, je vais redonner pour 2 slides la parole à Ariane, et puis on pourra passer aux questions-réponses avec Fred. Donc moi, je vais juste reprendre maintenant la vision globale au niveau de la commune. Donc là, on vous a montré sur 2 projets dans le détail comment est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce que ça nous permet d'identifier et aussi qu'est-ce que ça nous apporte, nous, dans notre projet. Au niveau de la commune, on a fait l'encodage de nos projets, donc nos projets pilotes ou nos projets clés en économie circulaire pour arriver à avoir en fait un petit peu le split des diagrammes d'avant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la dernière partie. Donc ici, ce sont tous nos projets. Donc on a encodé 21 projets. Il y a une distinction entre nos projets d'aménagement et de construction et les projets de type autre. Et comme vous voyez, il y a beaucoup moins de projets de type autre, simplement parce que la commune, pour le moment, doit construire énormément et doit beaucoup aménager pour faire face à l'augmentation de population. Et donc c'est un de nos challenges actuellement, mais ça se reflète également dans nos projets. Hop là, j'ai l'écran devant. Et donc on voit qu'on travaille énormément sur ces 2 piliers-là. Dans le No Waste, on n'a peut-être pas dit avant, mais en fait on compte aussi tout ce qui est travail sur l'énergie, en fait, le fait de ne pas émettre de pollution parce qu'on consomme moins d'énergie, qu'on émet moins de gaz à effet de serre notamment. Ça se retrouve dans ce chapitre-ci. On est bon dans la circulation de matière et vous verrez le détail après. Par contre, on pourrait dire qu'on n'est pas très bon dans ce qui est régénération des cycles naturels. En fait, il y a un premier point, c'est qu'une grande partie de ce qui touche à la biodiversité, à l'augmentation de la biodiversité, est en fait repris dans les 2 autres parties, puisqu'on a parlé tout à l'heure, par exemple, de tout ce qui est action climatique, en fait, de jouer sur la biodiversité pour avoir un peu plus d'ombre dans les bâtiments, pouvoir utiliser le rafraîchissement naturel, etc. Ces actions-là sont comptées dans No Waste, parce qu'en fait, on va avoir besoin de moins d'énergie pour chauffer ou refroidir le bâtiment. Donc, en fait, on doit toujours faire un choix dans les mesures pour pouvoir les mettre à un endroit, pour ne pas avoir de doublons, pour ne pas les compter 2 fois, sinon on aurait plein de chiffres. Donc on a dû parfois trancher et mettre une mesure dans un autre pilier, d'où l'aspect un peu plus bas sur la régénération de la nature. Et au niveau de la circulation des ressources, eh bien, on voit effectivement qu'on travaille toujours bien sur la partie utilisation ou sur, comme Patty l'a expliqué, des mesures qui sont mixtes, où on peut, par exemple, démonter un produit et puis le recycler. On a compté ça dans la partie autre, enfin toute, parce qu'en fait, on peut agir avec ce produit-là à différents niveaux. Donc, c'est une action qui nous permet d'atteindre tous les niveaux, puisqu'on travaille d'abord dans la réparation, la réutilisation, le démontage et seulement le recyclage en dernier. Mais on voit qu'on travaille vraiment pour essayer d'augmenter la durée d'usage et en fait de permettre d'avoir des bâtiments ou des projets qui fonctionnent, qu'on peut rénover, qu'on peut maintenir en fonctionnement le plus longtemps possible pour ne pas devoir réimplanter de nouvelles ressources dedans. Voilà, je vous ai remis la petite montagne de valeur. Alors, où est-ce qu'on se situe maintenant et vers où on va dans le futur? Eh bien, on se situe plus ou moins là, sans être ni optimiste ni pessimiste, juste réaliste, à notre niveau de commune, avec l'effort qu'on a réalisé ici sur ce travail. On estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment d'assurer une mise à jour des données qu'on a faites, de ne pas revenir dans 5 ans pour parler exactement de la même chose, mais déjà d'avoir actualisé nos données et amélioré là où on voit qu'il y a des problèmes, que ce soit dans nos outils ou dans la manière dont on mesure, mais également pouvoir améliorer la qualité des indicateurs. Donc pour le moment, on a surtout des indicateurs on-off. On a un objectif, il est atteint ou non. Voilà, il n'y a pas de mesure de données, par exemple de ressources ou d'énergie. Ça, on ne l'a pas pris puisque, comme on l'a dit au départ, on travaillait sur les outils et les fonctionnements qu'on avait déjà en place pour une première approche. Et il faudra également travailler sur des objectifs clairs et mesurables pour en fait pouvoir vraiment ancrer nos résultats dans notre fonctionnement et également dans les engagements politiques pour pouvoir concrétiser les différentes étapes clés qu'on a pour que la commune puisse faire la transition vers l'économie circulaire et qu'on puisse dire qu'on est vraiment circulaire.
mais également aussi pouvoir évaluer en fait les objectifs, les efforts qu'on doit encore faire au niveau ressources humaines et investissement dans nos projets. Et surtout, le dernier point qui est important pour nous, et je pense que pour ceux qui viennent aux différents événements qu'on fait avec InfoGreen, c'est surtout qu'on veut essayer de faire évoluer l'outil, donc de tenir compte non seulement des évolutions nationales et des outils, par exemple des outils qu'on va voir aujourd'hui, mais également du cadre national si celui-ci évolue. Mais surtout, on veut démultiplier l'outil, c'est-à-dire travailler avec d'autres partenaires, avec des personnes qui se posent les mêmes questions et qui ont envie d'avancer sur la thématique pour essayer de trouver un outil commun qu'on pourra utiliser tous ensemble et pouvoir ensuite parler le même langage. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Voilà qui met un terme au premier module de la matinée. Est-ce que, de votre côté, au niveau du public, il y a des questions à poser aux intervenants et pourquoi pas aussi aux responsables politiques qui sont présents ici? Profitons-en. Oui. Merci. Bonjour, Michel Kiziel. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui. Pas de souci, de Let's Sustain. J'ai une question. En fait, moi, je viens d'une autre commune. Je suis citoyen comme vous tous, à Beckrich. Et est-ce que la possibilité d'être un hotspot, on doit passer par le ministère ou alors vers qui on doit se tourner ou pour inciter les communes et les autres villes à faire la même chose? Qui veut répondre? Comment est-ce que s'est déroulée cette mise en place du hotspot communal? Alors moi, je n'étais pas là. Oui, bon, je suis trop jeune. Non, il n'y a pas la bonne personne, je pense, pour répondre dans la salle, puisque c'était... C'était M. Coppes, peut-être? En fait, la désignation d'un hotspot, c'est quelque chose qui s'est passé en 2015. Et depuis lors, on a intégré aussi la thématique dans le Climat Pact 2.0, où on a maintenant aussi des certifications, des certifications qu'on peut donner, des incitations supplémentaires pour progresser dans la thématique. Donc ce n'est pas maintenant une désignation qu'on fait de manière récurrente ou dans le temps récent. Donc ce n'est pas fait pour être dupliqué, mais plutôt pour être un point relais vers d'autres. C'était pas vu comme une récompense, mais comme un endroit où on va essayer de tester des limites en fait, et de voir ce qu'on peut faire pour essayer d'inciter à aller vers, mais pas une récompense en tant que telle, parce qu'on n'avait encore pas travaillé sur l'économie circulaire quand on a démarré, plus ou moins. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Il y avait une main derrière. Oui. Juste après, ce sera pour vous. Voilà. Bonjour, Régis Bigot-Nobile. Donc j'ai une question. Ah oui, je vais me lever comme ça, tout le monde me voit. Oui. Quand on mène des projets circulaires, on est souvent confronté à des freins, parfois législatifs. Alors, quelques exemples, il peut s'agir de normalisation de matériaux, réglementation en feu, prescription urbanistique aussi. Et donc, on voit dans plusieurs cas qu'on a des blocages. Et donc, ma question, elle est relativement simple. Au travers des 2 projets qui ont été présentés, est-ce que vous avez été confronté à ces blocages? Je suppose que oui. Et est-ce que surtout ça a pu percoler au sein d'autres services de la ville? Est-ce que vous avez pu initier des réflexions sur justement le changement nécessaire de certains cadres législatifs qui ne sont pas encore adaptés aux nouveaux projets circulaires? Alors il peut s'agir de construction, de mobilité, peu importe, mais on voit qu'il y a parfois un manque de communication entre différentes matières et qui freine le développement de projets circulaires. Voilà. Donc est-ce que ça a pu chez vous initier une réflexion? Est-ce que ça a pu percoler et peut-être déjà initier des modifications? Merci. Donc oui, évidemment, comme j'ai dit, en travaillant sur des projets innovants, on teste toujours des nouvelles choses et c'est tout à fait normal qu'on n'arrive pas à les réaliser tous parce que c'est la première fois qu'on les fait. Dans le cadre du projet du campus, on va encore regarder ça un peu plus en détail dans le 2e bloc thématique.
On a aussi travaillé sur certains points où effectivement on a été bloqué, par exemple au niveau du compartimentage feu. Et à ce moment-là, on doit alors évaluer les alternatives qu'on a et choisir une des alternatives et réfléchir comment est-ce qu'on pourrait mieux attaquer ce point dans un prochain projet. Et parfois, c'est effectivement lié à des réglementations. Et alors, à ce moment-là, on essaye de faire passer le message, entre autres, via des discussions ouvertes, publiques, des échanges, des discussions. Mais parfois, on peut aussi anticiper un peu mieux ces problématiques-là en impliquant d'autres acteurs dans le processus de développement du projet dès le bon moment, dès le départ, par exemple. Par exemple, compartimentage feu, c'est un exemple assez concret et facile. En travaillant plus activement avec le service des pompiers, on aurait pu trouver peut-être une autre solution si on aurait eu le temps tout au début de travailler plus sur ce point. Donc ça, c'est plutôt une leçon apprise pour nous, pour un projet futur. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Moyenne, Jérôme Pétry, ministère de l'économie. Donc j'aurais une question un peu plus optimiste ou positive. Donc sur le diagramme en toile d'araignée, on voit des fois que vous dépassez l'objectif que vous êtes fixé. Alors est-ce que vous pouvez peut-être partager des exemples où vous avez eu des bonnes surprises, où vous avez pu aller plus loin que ce que vous étiez mis comme objectif? Ça, c'est la question piège. Oui, en fait, quand on démarre un projet, on a une idée plus ou moins claire en tête vers où on veut aller. Et en cours de route, ça nous arrive assez souvent de tomber sur des solutions très, très intéressantes, lesquelles qu'on n'avait pas notées quelque part en tant qu'objectif sur le projet, mais qui, dans le cadre de ce projet, font tout à fait sens. Et à la commune, on a la chance de travailler avec des équipes qui sont tous sensibilisées à la thématique et qui travaillent tous dans la même réflexion. Et donc, ce ne serait pas la première fois que quelqu'un d'autre de notre équipe vient vers moi. Oui, Patty, je sais qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça, ce serait quand même intéressant à travailler sur ce point spécifique. Par exemple, mais ça aussi, on va voir un peu plus tard encore. On a fait toute une réflexion sur la construction, on va dire, adaptable de la nouvelle école. Et en cours de route, on a trouvé que ce serait vraiment intéressant aussi de travailler sur une présentation visuelle avec différentes couleurs pour que tous les utilisateurs du bâtiment puissent très très facilement comprendre le bâtiment. Et ça, c'est par exemple une idée qu'on n'avait pas du tout au début du projet, mais qui s'est créée parce que tout le monde réfléchit dans la même direction. Merci. Une autre question? Oui, merci. Moi, j'aurais une question sur la place de la participation citoyenne dans les différents designs en économie circulaire que vous avez pu mettre en place. Est-ce qu'il y a eu une place en amont du projet, en aval, pour pouvoir aussi intégrer une évaluation citoyenne des projets? Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, pardon? Oui, pardon. Tariq Bouriachi, RHFSBL. Merci beaucoup. Encore pour moi? Oui, la commune de Vils, elle est très engagée de manière générale pour travailler avec les citoyens et pour les citoyens. Par exemple, je reprends l'exemple du projet du campus. Ce n'était pas avec les citoyens, mais c'était quand même un processus participatif avec les personnes concernées dans le bâtiment, c'est-à-dire les équipes enseignants, merci, et éducateurs. On a eu aussi des ateliers avec les enfants, par exemple, pour définir le nom du nouveau campus. Et c'est très important et ça rentre aussi dans les mesures en économie circulaire parce que plus on implique les utilisateurs finaux d'un produit ou dans ce cas-ci d'un bâtiment, plus ce bâtiment il sera adapté aux vrais besoins et donc plus il a de la chance pour durer dans le temps. Donc c'est une notion qui est tout à fait en lien avec l'économie circulaire et qu'on essaye d'intégrer dans les projets.
Bonjour, Camille Copis, Éco-Luxembourg. J'ai une petite question sur le projet du campus scolaire. On voit qu'il y a un gros effort qui a été fait en phase conception sur l'aspect réversibilité, utilisation de ressources recyclables et réutilisables. Mais je me demande si vous n'avez pas un visuel aussi sur la maturité du marché en matière de fourniture de matériaux qui soient peut-être déjà issus de matières recyclées ou qui soient déjà réemployés dès la fourniture. Savoir si on ne peut pas aller un petit peu plus loin là-dessus. Oui, alors ça dépend très très fortement du produit spécifique ou la gamme du produit avec laquelle on travaille ou laquelle on cherche. Par exemple, et je crois que Stéphane Hardy est dans la pièce, voilà, bonjour. On a travaillé avec des châssis en aluminium qui ont un très très haut taux de pourcentage d'aluminium recyclé. Voilà. Même de l'aluminium post-consumer, donc du vrai aluminium récupéré, recyclé et remodulé pour en faire des châssis. Ça, c'est un point très très spécifique qui a très bien marché, tout simplement parce que la marque du produit a choisi la transparence aussi en information. Maintenant, il y a d'autres produits, par exemple tout ce qui est matière synthétique. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'il y a énormément de différents types de matières synthétiques qui sont souvent mélangées ensemble. Et alors, la difficulté, c'est de pouvoir retracer d'où viennent ces matériaux, de bien comprendre qu'est-ce qui est dedans au départ et donc qu'est-ce qui reste aussi dedans à travers le processus de recyclage. Et ça, c'est un challenge beaucoup plus compliqué sur lequel je crois qu'on devra encore faire des efforts pendant les années qui viennent. Notamment en lien avec la santé. Oui, notamment en lien avec la santé. Dans le cadre de notre projet de l'école la plus saine, on a toujours le petit risque, si on utilise des matières recyclées, on n'a pas toutes les informations de ce qui est contenu dedans. Donc on a un risque un peu plus grand qu'il y aurait des éventuelles émissions de substances qu'on ne connaît pas. Et dans ce cadre, dans notre projet, on n'a pas eu le temps de faire toutes les démarches, les recherches, les tests, etc. Donc par exemple, dans ce cas-ci, on a assez laissé tomber les matières recyclées à l'intérieur du bâtiment, surtout les matières synthétiques recyclées. Aussi, surtout par manque de temps. Une dernière question alors, et puis après on pourra faire la première pause de la matinée. Donc à vous, monsieur. Merci bien. Philippe Schmitt du bureau d'études EGI. C'est toujours sur le campus scolaire. J'ai beaucoup apprécié le premier critère sur la qualité de l'air. Ça semble évident et pourtant c'est pas fait beaucoup. Donc bravo pour ça. Est-ce que là-dessus vous avez des chiffres quelle est la qualité de l'air dans un campus scolaire normal et est-ce que vous avez pu mesurer la qualité de l'air maintenant que le projet est presque terminé? Alors le processus de mesurage des résultats finaux, il est toujours en cours. C'est ensemble avec M. Ralph Padden du ministère, entre-temps du ministère de l'économie, qu'on a beaucoup collaboré sur ce projet. Et c'était un projet qui nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie et d'efforts, mais un processus très très intéressant à travers lequel on a appris plein de choses. Maintenant, nous, on n'a pas les statistiques générales pour des bâtiments scolaires, tout simplement parce qu'on se focalise sur les projets de la commune. Ici, c'était vraiment l'idée de faire un screening avant de choisir les matériaux, lesquels est-ce qu'on pourrait choisir pour assurer la meilleure qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est parfaitement dans les temps, à la minute près. Je vous invite à faire une petite pause. Nous reprendrons les discussions à 11h35 pour le deuxième module et dernier module de la matinée avant la coupure de midi. Donc, prenez un café, prenez un verre de jus de fruits ou d'eau et on se reparle à 11h35. Merci beaucoup.